Eh bien, bonjour, voici un support vidéo qui fait suite aux différents travaux dirigés que nous avons fait ensemble concernant le cas clinique de M. V. Jean dans le cadre de l'UE 5.2. À travers les différents TD que nous avons fait, en fait, nous avons travaillé ensemble le raisonnement clinique, et notamment le raisonnement clinique hypothético-déductif, à savoir effectivement que c'est à partir des connaissances que le professionnel, les connaissances sur la pathologie, les connaissances en pharmacologie, que le professionnel, avant même de rencontrer le patient, peut avoir une idée et formuler des hypothèses concernant les problèmes que pourrait avoir ce dernier. Nous avons vu que à la première rencontre avec M. Jean, déjà nous avions pu infirmer ou confirmer des hypothèses. À la deuxième rencontre, ça a été le même cas. Et enfin, lorsque nous l'avons vu pour la deuxième fois, nous avons pu confirmer et retenir les hypothèses qui nous paraissaient les plus appropriées concernant les problèmes de santé de M. Jean. Bon. Cette vidéo, maintenant, elle a pour but de vous présenter une démarche clinique. La démarche clinique est une méthode qui permet, concernant un patient, de recueillir, de sélectionner, de prioriser des informations dans le but de pouvoir identifier les problèmes de santé d'un patient un jour donné. Quand je parle de problèmes de santé, je parle bien évidemment de problèmes physiopathologiques ou psychopathologiques et des diagnostics infirmiers. Je vais donc, à travers cette vidéo, vous présenter M. Jean suivant la méthode de la démarche clinique. Je vous conseille, avant de regarder cette vidéo, de prendre connaissance du support de la méthodologie de la démarche clinique qui est sur la plateforme Moodle, ainsi que du document explicatif qui accompagne cette méthode. Aujourd'hui, il s'agit bien de donner un exemple avec les données que nous avons connaissant M. V. Jean. Donc je vais prendre étape par étape la démarche clinique. Donc concernant le cas de concernant M. V. Jean, je vais donc commencer par une présentation de la personne. Donc il s'agit bien de M. Jean, qui est un monsieur âgé de 69 ans. Il est pris en soins dans le service de soins infirmiers à domicile depuis 2 jours, sur prescription de son médecin traitant, pour une aide à la toilette et une surveillance de la tension artérielle. Monsieur Jean a été victime, il y a 2 mois, d'un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien gauche. Et après un séjour à l'hôpital et un séjour de 4 semaines en service de rééducation fonctionnelle, il est de retour à son domicile. Donc nous sommes donc aujourd'hui, lorsque je le présente, à J2, au 2e jour de son retour à la maison et de son intégration dans le service dans lequel je travaille. Je vais donc maintenant faire une présentation sociale, l'aspect social concernant M. Jean. Il vit avec son épouse, ils vivent tous deux dans une villa. Son épouse s'occupe seule de lui. Par contre, elle présente à J2 aujourd'hui des signes de fatigue et d'inquiétude concernant leur devenir. Je reviendrai plus tard sur ce problème-là. Ils ont un fils unique et un petit-fils qui habite pas loin, qui habite à 3 km et qu'ils voient de façon régulière. Monsieur et Madame V ne sont pas isolés, ils sont entourés par un réseau d'amis qui les soutiennent. D'un point de vue social, Monsieur V est aussi retraité de l'EDF. Il est donc couvert par le régime de la sécurité sociale, mais de plus, victime d'un accident vasculaire cérébral, il est la maladie faisant partie des ALD, des affections longue durée. Monsieur V est pris en charge à 100% concernant cette affection pour tout traitement examen. Enfin, du fait de son handicap et du fait qu'il a plus de 60 ans, Monsieur V est évalué à un groupe ISO ressources niveau 2, un GIR 2, ce qui lui permet de pouvoir bénéficier de l'allocation personnalisée à l'autonomie. Voilà sur le plan social. Maintenant, un point sur le plan physique, en fonction des données que nous avons. On peut dire qu'avant son accident, en fait, M. M était très actif. C'est un monsieur qui pratiquait la marche à travers un club tous les week-ends.
Aujourd'hui, c'est plus difficile sur le plan physique parce qu'il se déplace avec un tripode. Il a une station debout qui est relativement instable. Pareil, je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard, l'évocation des problèmes. Sur le plan psychologique, pour Monsieur V, c'est un grand changement. Hein. Il y a Monsieur très dynamique, moteur à la fois dans le couple, mais aussi moteur dans la dynamique de groupe avec ses amis, hein, toujours étant prêt à aider les autres. À ce jour, il est très affecté par son handicap et a tendance un peu à se mettre en retrait. Voilà ce que nous pouvons dire en fonction des données que nous avons concernant Monsieur Jean, concernant l'aspect social, physique et psychologique. Je vais aborder maintenant ses antécédents. Je vais commencer par les antécédents médicaux. Ce monsieur a comme antécédent une hypertension artérielle qui est traitée par Triatec. Je reviendrai là-dessus lorsque je vais présenter les problèmes physiopathologiques. Il présente un deuxième antécédent médical qui est de la dyslipidémie, hein, qui est traité par Taor, et pareil, j'en reparlerai un peu plus tard. Il n'y a pas d'antécédents chirurgicaux qui soient signalés à ce jour. Histoire de la maladie. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il arrive donc dans le service où je travaille, le service de soins infirmiers à domicile? En fait, il y a 2 mois, Monsieur V a présenté brutalement au lever des signes neurologiques importants. Nous n'avons pas le détail, mais vraisemblablement, c'est son épouse qui l'a retrouvé au sol et qui a appelé le SAMU. Après une hospitalisation en urgence, l'IRM a décelé et a révélé un AVC ischémique sylvien gauche. Et suite à l'hospitalisation, nous n'avons pas la durée de séjour. Monsieur V. Jean a intégré un centre de rééducation fonctionnelle dans lequel il est resté 4 semaines et dont il est sorti il y a donc 2 jours. Voilà, maintenant je vais vous parler de l'histoire de l'hospitalisation ou résumé de l'hospitalisation. En fait, là, il s'agit d'un résumé très court puisque ça fait juste 2 jours qu'il a intégré le service, mais néanmoins, concernant son motif d'hospitalisation, qui, je le rappelle, il s'agit bien de l'accompagner dans les soins d'hygiène, et notamment à travers la toilette et l'habillage, pour un maintien et une reprise de l'autonomie. Ce qu'on peut constater, c'est que, l'ayant vu sur les 2 jours, on constate que c'est un monsieur qui est volontaire, hein, il demande à aller uriner seul, il peut se laver le visage et le torse, et aujourd'hui, on constate que spontanément, il a commencé à se laver. Hier, nous craignions un début de déshydratation, parce qu'on avait constaté une odeur forte au niveau de ses urines. En fait, il n'en est rien aujourd'hui. Son épouse nous confirme qu'il a bu 1 litre sur les dernières 24 heures et rien n'est à signaler. Sa tension artérielle, elle est stable aujourd'hui. Voilà ce qu'on peut dire concernant le motif d'hospitalisation. Concernant son vécu, les séquelles de son AVC, surtout au niveau de la parole, l'affectent beaucoup. En termes d'estime de soi. De plus, son handicap perturbe l'équilibre du couple avec une manifestation de fatigue importante auprès de son épouse. De façon plus générale, concernant l'autonomie de ce monsieur, il se déplace dans la villa avec un tripode. Il est instable au niveau de la station debout. C'est un monsieur qui est droitier et donc il faut solliciter le bras droit, il ne l'utilise pas spontanément. Par contre, c'est un monsieur qui mange seul, qui a bon appétit. Donc voilà ce qu'on pourrait dire en fonction des données que nous avons. Concernant le résumé d'hospitalisation. Donc voilà la première partie de la démarche clinique, présentation de la personne, sociale, physique, psychologique, histoire de la maladie, histoire de l'hospitalisation. Maintenant, deuxième partie, je vais vous présenter les problèmes physiopathologiques de Monsieur Jean à J2, et j'insiste, au 2e jour de notre visite chez lui. Le premier problème chez ce monsieur est un problème d'hémiparésie droite, associé à une spasticité musculaire, qui est liée à l'atteinte des voies motrices directes, qui se manifeste par une démarche en fauchant en demi-cercle et en laissant traînant le pied. Par l'utilisation aussi de son bras droit qu'il utilise peu, qui fonctionne par incitation.
Ce problème d'hémiparésie est pris en charge par un traitement de kinésithérapie à raison de 5 jours sur 7, avec rééducation à la marche et le port d'une attelle au niveau du bras droit. Il serait intéressant à ce titre de pouvoir contacter le kiné pour savoir un petit peu quelle est l'évaluation clinique qu'il fait et comment il pense que M. V pourrait évoluer. Un deuxième problème physiopathologique concernant M. Jean, c'est la douleur. M. Jean se plaint d'une douleur à l'épaule. On ne connaît pas vraiment la cause ni les manifestations réelles. Il serait intéressant de s'intéresser à la douleur de M. Jean à travers une localisation plus précise, une fréquence, une intensité et peut-être un type de douleur qu'il pourrait décrire. En tout cas, à ce jour, on nous cite qu'il a un problème de douleur. Cette douleur, elle est traitée par du Doliprane. Le Doliprane est un analgésique de palier 1. Là, je vous donne la famille, à raison de 1 g x 3 par jour. Ça, c'est la posologie. Et dont les effets secondaires du paracétamol sont les suivants: de rares allergies signalées, mais surtout un risque de toxicité hépatique en cas de surdosage. De plus, pour essayer de répondre à cette douleur, il porte une attelle de soutien. En termes d'évaluation d'efficacité, nous n'avons pas vraiment de données. Il serait intéressant de pouvoir mesurer l'intensité à travers une EVA, par exemple, mais on n'en sait pas davantage. Concernant les effets secondaires du Doliprane, il n'y a pas d'effets secondaires signalés, sachant que c'est son épouse qui prépare et lui donne les traitements et que l'observance là est tout à fait respectée. Troisième problème physiopathologique concernant Monsieur V, c'est un problème de dysarthrie. Ce problème de dysarthrie, il est lié à l'atteinte des voies motrices et se manifeste par une expression lente et persistance des difficultés d'articulation. Ce problème de dysarthrie, il est pris en charge par une prescription de séances d'orthophonie à raison de 2 fois par semaine. Et là, comme avec le kiné, il serait intéressant de prendre contact avec l'orthophoniste pour justement échanger sur l'évaluation clinique de ce monsieur en termes de possibilité de récupération au niveau de la parole. En tout cas, nous n'avons pas d'informations, de données suffisantes pour savoir s'il y a évolution à ce jour. Voilà 3 problèmes réels physiopathologiques concernant monsieur V, AJ2, hémiparésie, douleur, dysarthrie. Maintenant, je vais vous parler de problèmes physiopathologiques potentiels, c'est-à-dire en termes de risque. Et le premier risque chez ce monsieur, c'est un risque de récidive qui est lié à ses antécédents médicaux. Tout d'abord parce que chez ce monsieur, il y a toujours un risque d'hypertension artérielle. Ce risque, il est prévenu par du Triatec 5 mg, un antihypertenseur de la famille des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ça c'est la famille, et je cite les effets secondaires qui sont les risques de troubles digestifs, un type de nausées, de vomissements. Il peut y avoir aussi des céphalées, voire des crampes musculaires. Bon. À ce jour, aucun effet secondaire ne sont signalés ni observés. Par contre, si on s'intéresse à la tension artérielle, eh bien, elle est stabilisée puisque ce matin, elle est à 135-80 mm de mercure. En termes de risque de récidive, c'est aussi lié à un risque de dyslipidémie. Ce risque de dyslipidémie, il est prévenu par du Taor 20 mg qui fait partie de la famille des statines à raison d'un comprimé le matin. Je donne bien la posologie. Les effets secondaires du Taor sont effectivement des troubles digestifs à type de nausées, constipation, de douleurs abdominales. À ce jour, rien n'est signalé. Nous n'avons pas de possibilité d'évaluer l'efficacité du Taor. Ce serait possible si nous avions un bilan biologique qui permettrait de voir le taux de cholestérol total et le taux des triglycérides. Il est intéressant aussi de voir que pour prévenir ce risque de dyslipidémie est associé aussi un régime pauvre en graisse. Et donc là, il est intéressant de pouvoir échanger avec son épouse sur la préparation des repas, la conseiller auprès de plutôt l'utilisation de viande grillée, de légumes, etc.
Concernant le risque de récidive, chez Monsieur Jean, il y a toujours un risque de récidive thromboembolique artérielle, hein, et qui est prévenu par la prescription de cardégique 300 mg, qui fait partie de la famille des antiagrégants plaquettaires, en raison d'un sachet le matin. Les effets secondaires du cardégique sont surtout les risques de saignement, surtout au niveau épistaxisme, gingivorragie, voire au niveau des urines. À ce jour, il n'y a aucun effet secondaire de ce type qui n'a été observé ou signalé. Enfin, en termes de risque, nous parlerons chez M. Jean d'un risque psychopathologique qui est toujours prégnant, c'est le risque de syndrome anxio-dépressif qui est lié à son handicap. Nous n'avons... Enfin, en conduite à tenir, il est important de pouvoir observer le comportement de ce monsieur, qui serait plutôt un comportement de repli, un comportement de tristesse, à travers la perte d'appétit, l'inactivité totale. À ce jour, ce monsieur se présente assez volontaire, il lit son journal, il mange bien. Ce matin, il était volontaire pour faire sa toilette, donc on continue à surveiller. Donc voilà, là, l'ensemble des problèmes physiopathologiques réels et potentiels concernant monsieur Jean. Maintenant, je vais vous faire part des diagnostics infirmiers que nous avons pu repérer chez ce monsieur, à J2 toujours, dont le premier est déficit partiel en soins personnels, notamment se laver et se vêtir, qui est lié bien évidemment à son hémiparésie, le fait qu'il soit droitier et qu'il ne puisse pas utiliser pleinement son bras droit, la spasticité, la perte d'équilibre, ça se manifeste donc par, pour lui, la possibilité de se laver le visage et le torse, mais l'incapacité de pouvoir se laver le reste du corps. Donc, en termes d'action, voilà ce que l'on fait. C'est un monsieur qu'on va installer au lavabo. On va l'installer, lui laisser le temps de se laver le visage, le torse. Par contre, on va intervenir au niveau du rasage, parce que comme il est droitier, il risque de se blesser, donc on va lui faire le rasage. Je pense qu'on peut le stimuler pour qu'il puisse se laver seul les dents. D'accord. Mais pour l'instant, pour le reste du corps, on va le faire on va le faire à sa place. Sur l'évaluation, ce qu'on peut dire, c'est que ce matin, aujourd'hui, c'est lui qui a pris l'initiative de commencer sa toilette. Donc c'est quelqu'un qui est volontaire et donc qui laisse supposer qu'on peut travailler toujours la reprise de l'autonomie avec ce monsieur. Deuxième diagnostic infirmier, c'est une altération de la mobilité physique ou mobilité physique réduite. En fait, vous voyez, ce diagnostic vient en complément du problème physiopathe qui est l'hémiparésie. Hein, on en a parlé avec les séances de kiné. On peut en reparler sous la forme d'altération de la mobilité physique qui est liée à l'atteinte des voies motrices, qui fait que ce monsieur, ça se manifeste par une marche instable, des troubles de l'équilibre, le fait qu'il ait toujours son bras droit qu'il faut solliciter. Et les actions dans le diagnostic infirmier qu'on pourrait dire, ce n'est pas de renommer les séances de kiné, mais se dire que voilà, ce qui serait intéressant, c'est de peut-être aider ce monsieur lors des transferts lit-fauteuil, fauteuil-lit, ou en tout cas montrer à son épouse comment elle pourrait l'aider à faire les transferts, lui amener qu'il ait toujours la canne tripode à proximité, l'inciter à utiliser son bras au moment de la toilette, mais aussi au moment des repas, et lui laisser le temps pour les déplacements, pour que lui prenne confiance en lui lorsqu'il se déplace. Ok. Nous avons un troisième diagnostic infirmier qu'on va appeler communication verbale altérée. Alors, c'est la même chose que tout à l'heure, ce que je viens de dire, c'est que on parle de communication verbale altérée. Finalement, ça vient compléter, lorsque j'ai parlé tout à l'heure de dysarthrie dans les problèmes physiopathes. Là, il s'agit de parler, si je le mets en diagnostic infirmier, là, on va parler du rôle vraiment infirmier sur lequel on va agir, c'est-à-dire de pouvoir bien se mettre face à M. V quand je lui parle, lui poser des questions simples, ne pas le mettre en échec, essayer de lui laisser le temps de répondre, voilà, de réduire les bruits de fond, que ça soit au calme,
Voilà, c'est toutes ces actions qu'on pourrait mettre en place et qu'on pourrait aussi expliquer à son épouse de façon à ce que ce monsieur-là puisse prendre confiance en lui dans la façon dont il peut aujourd'hui parler. Nouveau diagnostic infirmier, perturbation situationnelle de l'estime de soi, alors qui est lié à la perte brutale de l'autonomie, avec ce sentiment d'une diminution de sa capacité à communiquer. Ça se manifeste par ses propos, et notamment lorsqu'il est en lien avec son petit-fils et qu'il échange avec lui. C'est compliqué pour ce monsieur. Donc dans ces cas-là, il faut essayer de le conforter, de lui expliquer que les progrès sont toujours en cours, essayer qu'il puisse verbaliser ses ressentis de manière à pouvoir l'aider à supporter psychologiquement ce handicap. Autre diagnostic infirmier, il y a perturbation de la dynamique familiale, alors qui est liée à l'incapacité de ce monsieur finalement d'occuper la place habituelle qu'il avait avant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui était très moteur dans la famille. Et donc ça se manifeste aujourd'hui plutôt par une phase en retrait et surtout par une épouse qui lui dit maintenant c'est lui qui a besoin de moi. Et donc on voit bien qu'il y a un inversement, une perturbation de cette dynamique familiale, et qui demanderait de pouvoir peut-être en parler avec le fils pour voir dans quelle mesure il pourrait aussi aider ses parents. Essayer de passer du temps aussi avec Madame V pour qu'elle puisse verbaliser aussi ça. Voilà, ça reste complexe. Nouvelle diagnostic infirmier, un épuisement de l'aidant naturel, qui est lié au handicap. Alors, l'aidant naturel, bien évidemment, c'est son épouse, c'est Madame V. Cet épuisement est lié au handicap de son mari, sa dépendance brutale, et ça se manifeste en fait parce qu'elle le verbalise, elle dit j'ai plus de force, j'ai un doute sur mes capacités à l'aider. Donc il y a quelque chose là qu'il faut prendre en compte, c'est comment passer du temps avec elle pour essayer de la faire verbaliser, comment peut-être participer avec le médecin traitant, l'appeler ou des services sociaux pour essayer d'alléger la charge de Madame V à travers des auxiliaires de vie, aides ménagères ou un portage à domicile. Je vous rappelle que Monsieur V bénéficiaire de l'allocation personnalisée à l'autonomie, donc peut-être trouver des moyens qui permettraient de décharger un petit peu les tâches quotidiennes de Madame V, qui lui permettraient aussi un petit peu de se reposer. Voilà les diagnostics infirmiers réels. Enfin, pour terminer, 3 diagnostics potentiels, c'est-à-dire sous forme de risque. Chez ce Monsieur V, il y a toujours un risque de chute, qui est lié à son instabilité lorsqu'il se déplace, des troubles de l'équilibre, d'accord. Donc dans ces cas-là, ce qui est important pour prévenir ce risque de chute, c'est bien qu'il soit le mieux chaussé possible avec des chaussures fermées, soit à scratch, qui sont les plus pratiques, éviter les tapis dans l'appartement, dans la maison, et s'il devait être douché, mettre un tapis antidérapant dans la siège de douche. Il faut être très vigilant concernant ceci. Il y a toujours chez ce monsieur un risque d'altération de l'état cutané à type d'escar, puisqu'il est très peu mobile et très souvent assis, que ce soit au lit ou au fauteuil. Donc il est important que ce monsieur s'hydrate bien, que ce monsieur puisse avoir une alimentation suffisamment riche en protéines, et puis ça passe par de la surveillance, avec massage et fleurage au moment de la toilette, surveiller surtout au niveau sacrum et au niveau du dos. À ce jour, ce monsieur ne présente aucune rougeur. Dernier risque sous forme de diagnostic infirmier, c'est un risque de constipation qui est lié à la peu de mobilité de ce monsieur. Pour prévenir ce risque, il faut l'inviter à boire le plus possible, lui apporter une alimentation riche en fibres, et puis surveiller la fréquence quotidienne des selles lorsque nous passons le voir. Donc voilà, je termine donc la démarche clinique. Vous voyez que nous avons énuméré problème après problème. D'une part, les problèmes physiopathologiques et les diagnostics infirmiers, et en regard de chacun des problèmes, nous avons
énoncer les actions mises en place pour essayer de répondre au mieux à ces problèmes-là. Et nous avons aussi, en fonction des données que nous avions, voir si il était efficace ou s'il fallait réajuster au regard de ce qui existait en termes d'action. Je terminerai par un dernier point qui est le devenir de M. V. Si on s'intéresse au court terme, c'est-à-dire dans les jours qui sont là, c'est bien s'assurer que M. V s'hydrate suffisamment pour éviter tout risque de déshydratation. Il s'agit là de continuer, en tout cas, à le faire verbaliser sur ses problèmes d'estime de soi, voir son épouse régulièrement à part pour discuter avec elle sur son ressenti en termes de fatigue, etc. Et essayer d'envisager peut-être avec le fils, à moyen terme du coup, comment il pourrait trouver des solutions d'aide ménagère, aide à domicile, qui pourraient soulager sa maman. Voilà, en termes de court et moyen terme. À long terme, c'est difficile d'avoir un avis sur le long terme. Précisément, on va plutôt là parler de court terme et de moyen terme. Voilà, je vous laisse. J'espère que cet exemple qui vient illustrer, je le répète, la démarche clinique infirmière que vous trouverez sur la plateforme Moodle, j'espère que cet exemple va vous aider pour y voir un peu plus court et permettra aussi de pouvoir répondre à vos questions au moment voulu. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt, j'espère. Prenez soin de vous et puis, écoutez, à suivre. Au revoir.